Place à notre invité au cœur de l'info et ce soir j'accueille Jacques Attali. Bonsoir. Bonsoir. Jacques Attali, témoin des transformations profondes de nos sociétés, que nos sociétés ont vécues ces dernières 50 dernières années. Il n'a de cesse d'anticiper, d'analyser pour mieux saisir la manière dont nous devrions nous adapter. Sommes-nous suffisamment à l'écoute? Nous parlerons de son dernier livre, Histoire et avenir des villes, de la mise en garde que nous recevons avec les incendies qui frappent actuellement Los Angeles, de la puissance implacable du vivant. Sommes-nous aujourd'hui plus qu'hier sur le fil? Notre époque est fulgurante. Tâchons de la saisir ce soir. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Jacques Attali, quelle est tout d'abord votre impression quand vous voyez la deuxième ville des États-Unis, Los Angeles, consumée ainsi par les flammes? C'était parfaitement prévisible. Et Los Angeles cumule tous les handicaps volontaires que l'humanité met sur sa tête et que vous avez signalé tout à l'heure en disant que on ne prend pas garde à ce qui nous menace. C'est une ville qui est menacée par une sécheresse qui est là depuis déjà presque un an. C'est une ville, une des villes les plus artificialisées de la planète, qui s'étend sur des centaines de kilomètres sans véritable centre. Il y a un downtown LA, mais qui n'est pas le véritable centre. Et c'est une ville qui est gérée le mieux possible, mais sans les moyens face à ce genre de catastrophe qui est absolument impossible à arrêter quand on s'y prend trop tard. Los Angeles représente, symbolise en fait la rupture de l'homme avec son environnement C'est ça, naturel. exactement. C'est à la fois l'artificialisation et le réchauffement climatique, qui sont deux choses qui sont liées et interdépendantes, mais qui ne sont pas exactement la même chose. Et donc, c'était inévitable que quelque chose comme ça se passe. Tout le monde le savait. Quand on va à Los Angeles, on en entend parler. Mais encore un instant, monsieur le bourreau, on est content, on vit là, de bord de la mer, on est entre soi de gens intéressants, avec ce grand musée qui, normalement, Getty. va être très gravement touché. Enfin, c'est un des plus importants musées du monde en termes de trésors. Je ne sais pas s'ils ont pris les précautions nécessaires pour évacuer les œuvres, qui sont d'ailleurs souvent des œuvres monumentales et très difficiles à évacuer, mais ce serait vraiment une perte pour l'humanité gigantesque de le voir disparaître. On avait vu un cas de figure similaire avec Valence, d'ailleurs en Espagne. C'était pas un incendie, c'était des pluies cette fois-ci, mais là encore aussi une artificialisation des sols, une croissance urbaine désordonnée. C'est vrai qu'il faut repenser Totalement. les politiques urbaines. Il faut repenser la ville. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, pour raconter à la fois l'histoire des villes depuis l'Antiquité, y compris d'ailleurs l'histoire de Los Angeles qui commence au XVIIIe siècle, mais aussi pour montrer que si on continue comme ça va être Los Angeles puissance d'île. On va vers des villes qui auront... On va avoir 50 villes de plus de 10 millions d'habitants. Invivables. On va avoir une ville entière, unique, de Lagos à Abidjan, qui fera 500 millions d'habitants. Impossible. Sur des zones à risque, là encore. C'est même pas du journaliste, c'est impossible. Ce qui s'est passé à Valence, si ça se passe sur la côte africaine, ça sera, comme on l'a vu déjà aussi au Pakistan et dans beaucoup d'autres endroits. L'artificialisation et le climat, c'est deux des menaces les pires sur notre planète. L'artificialisation qui rejoint d'ailleurs dans une autre dimension l'intelligence artificielle, qui est une forme d'artificialisation. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien ce qu'il faut faire. Je donne dans mon livre les exemples, parce que comme il y a des milliers de villes, il y a toujours, dans tous les domaines, des villes qui sont des bons élèves. Et dans tous les domaines, il faut toujours chercher quels sont les bons élèves. Quelles sont-elles pour vous, c'est aujourd'hui ces villes? En matière de lutte contre l'artificialisation, il y a une ville pas loin de Los Angeles, qui est Vancouver, qui est une des villes les mieux protégées en matière d'environnement. Côté Canada, c'est pas le 51e État des États-Unis, c'est au Canada. Alors, le climat est légèrement différent, c'est un climat très pluvieux, mais c'est une ville très organisée. Il y a des villes en Afrique qui commencent très modestement à penser à lutter contre cela et à faire des immeubles qui sont adaptés au climat du lieu. En termes social, Vienne est une des villes les mieux adaptées du monde. En termes de circulation, Amsterdam est une des villes les mieux adaptées du monde. Copenhague pour l'intégration du vivant. Pour l'intégration du vivant. Zurich et quelques autres pour la place des femmes. Enfin, on trouve à chaque fois
des villes qui sont les meilleures. Pourquoi ne prend-on pas leurs exemples? Je vous repose la question, pourquoi est-ce qu'effectivement on a l'impression qu'il n'y a pas d'initiative ou que les Parce politiques que ont du mal à mettre en place ces qu'il politiques n'y urbaines? a pas de cerveau mondial. Avant que je fasse ce livre, il n'existait nulle part une base de données de quelles sont les meilleures villes dans tous les domaines. Elle devrait être tenue à jour en permanence et un maire devrait dire « je cherche à résoudre tel problème, qui fait mieux que moi ?» Et modestement, avec humilité, se servir de cet extraordinaire cerveau collectif que représente l'humanité, en particulier en matière urbaine. On sait ce qu'il faut faire, j'en donne les principes en 12 principes. Il faut basculer la ville de l'économie de la mort à l'économie de la vie, moins artificialisée, moins d'énergie fossile, plus de nature, plus de circulation facile, plus d'immeubles relativement hauts, moins d'étalement, beaucoup plus d'animation sociale, parce que ce qui compte, c'est pas seulement la pierre, mais les gens, beaucoup plus de services publics, en particulier en matière de lutte contre les incendies, toutes choses qu'on ne fait pas. C'est un renversement de conscience, en somme. Et c'est aussi ce que l'on voit, l'équilibre naturel, c'est le village. Voilà, c'est la ville à la campagne dont tous les gens rêvent. Et c'est la ville Vous citez Alphonse Allais, là. Oui, notamment. Tout le monde rêve, comme dans tout dans la vie, on veut avoir tout et son contraire. On veut avoir la ville et la campagne. C'est possible. Il y a des villes qui sont à la fois des villes de campagne et des villes... prenez l'exemple de Boston, qui est une ville extraordinairement sophistiquée, mais il y a une ville voisine, même mitoyenne, qui est Cambridge, le Cambridge américain, qui est une ville de campagne et qui n'a pas voulu s'intégrer à la grande ville voisine et qui reste une ville de campagne et qui est en plus une ville de très haut niveau intellectuel, puisqu'on y trouve Harvard, MIT et la plupart des grands laboratoires du monde. Comme quoi, nous avons besoin de la nature pour réfléchir aussi, pour créer, pour être inspiré. Exactement. Ce que nous dit aussi Los Angeles, c'est que c'est l'ordre naturel qui vient dire à ce monde de la tech, puisque c'est ce qu'incarne aussi Los Angeles au-delà du cinéma, que rien n'est plus fort que lui, en somme. Oui. Que même le génie humain ne peut pas être plus fort que la nature. Que la nature, d'autant plus qu'on sait qu'il va y avoir un tremblement de terre majeur. On ne sait pas quand, à cet endroit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Pacific Rift. D'ailleurs, amusant, si j'ose dire, dans cette période, de voir Los Angeles et Hollywood. Pourquoi Hollywood est là? Hollywood est là parce que quand le cinéma a commencé, le cinéma était d'abord à New York. Mais pour des raisons fiscales et de protection de droits de propriété, tous les droits de propriété de l'industrie du cinéma appartenaient à M. Thomas Edison, qui était basé à New York. Alors les gens du cinéma ont dit, on ne va pas rester là, il va nous embêter. Quel est le point des États-Unis le plus loin de New York? Ils ont choisi un petit village de 50 habitants qui s'appelait Hollywood et qui était dans la banlieue de Los Angeles. Et c'est pour ça qui a perdu sa nature. Et qui a perdu totalement sa nature, qui était magnifique. Je rappelle que la Californie est aussi l'endroit des orangers, des vignes, d'une campagne merveilleuse. Il y a des endroits, j'invite ceux qui peuvent le voir, où aller à Big Sur, ou aller dans les parcs. La Californie est Yosemite, un des plus beaux endroits de la planète. Pourquoi est-ce qu'une ville disparaît? Pourquoi une ville naît-elle? C'est ce que vous interrogez aussi dans votre livre. Ça m'a fait penser à cette phrase du sculpteur Jean Tinguely, la stabilité, c'est le mouvement. Et c'est ce que l'on voit dans votre ouvrage. Il y a cette phrase aussi, cette incipit, qui ouvre donc ce livre. La ville est le seul être vivant capable de rajeunir vivant. Je crois que cette phrase, vous la portez depuis très longtemps. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Je vous remercie de l'avoir noté. En effet, j'ai été frappé de voir que les êtres vivants meurent tous, sauf la ville, qui peut mourir. Et je donne beaucoup d'exemples de villes qui ont disparu. Mais la ville rajeunit tous les jours parce qu'on y construit de nouvelles choses, parce qu'on s'adapte, d'ailleurs, aux grandes dames de certains habitants qui n'aiment pas cela, mais c'est la condition pour que les villes... Et il y a des villes qui existent depuis 10 000 ans parce qu'elles ont réussi à se renouveler en permanence. Et ça nous renvoie à la nécessité à la fois de maintenir l'essentiel, l'infrastructure, de mettre la ville au bon endroit pour qu'elle puisse vivre, comme un être humain qui doit être au bon endroit pour qu'il puisse vivre, et de créer les conditions de sa rajeunissement permanent. Aujourd'hui, le rajeunissement, c'est la désartificialisation, c'est la place de la nature dans la ville, c'est la place de la culture dans la ville, c'est la place des services publics, de l'animation sociale. Une ville qui n'a pas d'animateur de quartier, c'est une ville qui meurt. Et donc, on sait en permanence quelles sont les nouvelles façons de rajeunir une ville. Et on sait, tous les exemples historiques le montrent, que quand une ville cesse de rajeunir, elle meurt. On a l'impression que ce sont surtout les micro-sociétés, les micro-États, micro-sociétés qui sont capables de faire ça. Singapour, l'Islande, parce qu'ils ont une petite communauté. Alors, ils
peuvent amorcer quelque chose Oui, de nouveau. oui, mais en même temps, vous avez des villes dans des grands pays qui ont réussi ça. Mais vous avez raison de dire que les villes qu'on met souvent en avant comme étant les plus réussies, c'est Singapour, c'est Zurich, c'est Oslo, c'est Amsterdam, qui viennent de petits pays. Mais c'est des villes qui ont de longues histoires et qui ont réussi en permanence à avoir une population qui avait conscience du défi. C'est peut-être une des grandes leçons qu'on peut tirer de ce qui se passe à Los Angeles et qui est aussi une leçon pour chacun d'entre nous. Si on n'est pas en permanence à l'affût des dangers, on va mourir parce qu'on ne prend pas les précautions nécessaires. Or, Singapour, Oslo, Vienne sont des villes qui sont en permanence à l'affût de ce qui peut les menacer. Et dans ce cas-là, on prend en avance des mesures de prévention qui nous permettent de réagir. C'est vrai pour chacun d'entre nous aussi. On a perdu notre instinct naturel avec la sédentarisation. C'est vrai qu'il n'y a plus le risque, il y a beaucoup moins cette menace. C'est la nature à chaque fois qui revient et qui nous dit « je suis là et je peux vous menacer de votre disparition ». On le voit sur ces images choquantes. Joe Biden a parlé de scènes de guerre quand on voit ces maisons détruites sur des kilomètres. Dans votre livre, vous parlez aussi de la nécessité des villes inclusives. Vous croyez vraiment à cette idée du vivre ensemble ? C'est impossible autrement. Sinon, on va avoir ce qui déjà commence à apparaître, c'est-à-dire les bunkers de riches qui s'enferment, qui ne tiendront pas, mais qui existent un peu partout à travers le monde. On a des bunkers de riches qui renvoient d'ailleurs à notre société qui est extrêmement inégalitaire, où les riches s'enferment avec des pauvres qui leur servent de garde du corps, ce qui est l'ironie tragique du monde. Mais oui, des villes inclusives où chacun peut vivre avec d'autres de différentes communautés. Ça passe par l'école. Tout passe par l'école. Je vous avoue, je vous posais la question parce que je pensais à votre histoire personnelle, en fait. Et vous avez quitté l'Algérie. Et parce que je crois que votre père ne croyait pas à cette cohabitation, à cette capacité de vivre ensemble. C'est pour ça que je vous interroge un peu sur... C'est intéressant. Voilà, je me permets d'aller sur ce terrain. Mon père voulait l'indépendance algérienne, mais pensait qu'on n'y avait pas notre place. Parce que l'histoire était faite d'une telle façon, et l'histoire l'a prouvé, que les Algériens ne voulaient pas des Français ni des Juifs tels que la situation se présentait en Algérie. Donc nous sommes partis. Mais je rêve aussi d'une société dans laquelle cette communauté redeviendrait possible. C'est toujours un idéal vers lequel on tend, et c'est comme ça qu'on construit des sociétés. C'est vrai que je dois vous avouer que j'ai commencé à lire votre livre par la bibliographie, en fait. Et ce qui m'a frappé, c'est l'importance que vous donnez au futur, à l'après, à l'avenir, à ce temps qui nous échappe, celui que nous aimerions bien connaître, sur lequel on voudrait avoir prise. Et je me suis demandé pourquoi vous écriviez autant sur l'avenir. Parce que c'est là où on vivra tous. Oui, mais on est en temps présent pour l'instant. Et vous l'occupez très bien, ce temps présent. Le présent est suicidaire si l'avenir n'y est pas. Si on ne s'occupe pas en permanence de ses enfants, de ses petits-enfants, et tous les gens qui ne sont pas encore nés sont pour moi presque aussi importants que mes petits-enfants. Parce que, à la fois, c'est mon intérêt. J'ai besoin de ceux qui ne sont pas encore nés. C'est intéressé. C'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. J'en ai besoin. Et puis, finalement, à quoi servent les vivants d'aujourd'hui? Si c'est simplement une collection d'individus qui cherchent à être désespérément heureux ou malheureux par des bêtises, ça n'a aucun intérêt. Je pense que nous servons à créer les conditions pour que l'humanité existe encore 1000 ans et que dans 1000 ans, elle ait trouvé sa raison d'être. Vous parvenez à habiter votre temps? Oui. Je parviens. Sur les réseaux sociaux, notamment. Oui, j'essaye de parler. Je fais une petite vidéo tous les jours. J'écris des livres, des articles. J'agis aussi autant que je peux. Je crée les conditions à ma place pour que le monde soit moins tragique. De l'ère du temps, justement, parlons-en, les réseaux sociaux. On avait envie de vous interroger sur les démocraties occidentales qui semblent à bout de souffle et surtout instrumentalisées par des influenceurs, ces géants de la tech. Quel péril cela représente-t-il selon vous aujourd'hui? Je parle là, par exemple, concrètement de l'Autriche, de l'Allemagne, de l'intervention d'Elon Musk dans les élections. D'abord, je crois que la démocratie est le meilleur des régimes à l'exception de tous les autres. Et même s'il est le pire des régimes, il est le meilleur. À l'exception de tous les autres. Ce qui se passe en ce moment, ça renvoie à des actions géopolitiques très précises. Si Elon Musk attaque l'Europe pays par pays, c'est parce qu'il a très peur de la réglementation européenne qui peut interdire ses activités. Et il en a tellement peur qu'il essaie de détruire l'Union européenne. C'est ça qu'il est en train d'essayer de faire. Et c'est fascinant, l'alignement de tout le monde aux États-Unis là-dessus. La déclaration de monsieur le directeur Zuckerberg, le patron de Facebook,
pas la première, celle d'aujourd'hui, disant qu'il fallait rendre à la société et aux entreprises une dimension plus masculine et que la dimension féminine était mauvaise pour l'évolution des entreprises, ça me fait penser à ce film formidable de Visconti, Le Crépuscule des Aigles, où on voit les grands dirigeants de l'industrie allemande se coucher devant Hitler et lui faire la cour. Et il y a ça. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont le seul pays démocratique important qui n'est jamais passé par une phase dictatoriale. Alors ça peut venir. Ça peut être maintenant. Et on voit la technologie entrer au cœur du pouvoir avec Elon Musk, cette association d'Elon Musk et de Donald Trump. En toute logique, dans l'association entre Trump et Musk, c'est Musk qui doit gagner. Parce que Trump n'est là, en principe, que pour 4 ans, sous réserve de coup d'État, tandis que Musk est là pour plus longtemps. Moi, j'ai souvent dit que l'avenir d'un écrivain, c'est d'être écrivain, tandis que l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre. Et c'est vrai d'un président. Hein. L'avenir d'un président, le président français, son avenir, c'est d'être ancien président. Tandis que l'avenir d'un chef d'entreprise ou d'un écrivain... C'est de créer, c'est d'innover, voilà, en l'occurrence pour celui qui crée. Pour Musk. C'est celui qui crée un avenir beaucoup plus grand que celui qui occupe une place qui peut être occupée par quelqu'un d'autre. Vous pensez aujourd'hui qu'on est, on est plus sur le fil que jamais? Oui. J'ai des petits-enfants. Ils auront mon âge autour de 2100. Je suis terrifié pour ceux qui les attendent. Et je fais en sorte modestement de tirer la sonnette d'alarme pour que leur monde soit vivable. Vous le faites au fil de vos livres. C'est vrai qu'on a l'impression que toutes les technologies qui ont été développées ces dernières décennies sont en train de nous échapper. C'est vrai que c'est... Pardonnez-moi, il ne faut pas être sur notre trop négative. Il y a des réponses. On peut utiliser la technologie, c'est comme un marteau. On peut s'en servir pour détruire et pour construire. Alors, j'allais vous dire, en fait, tout dépend de l'espace depuis lequel on crée, finalement, et on utilise cette technologie. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'impression que l'homme ne sait pas comment se positionner, où il veut avancer et quel est son intérêt, ce qu'il veut mettre en avant. Et il ne sait plus utiliser cette technologie. Voilà. Sans projet, on est mort. Pour être vivant, il faut être aux aguets, mais il faut avoir un projet. Une vision. Qu'est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? Qu'est-ce qu'on veut faire de la vie des autres? Qu'est-ce qu'on veut faire de la vie de ceux qui dépendent de nous? Sans projet, on n'arrive à rien. Et c'est par les projets qu'on arrive à concevoir une action dans la durée. Parce que si c'est une succession d'actions de l'instant, ça mène à rien. Oui, mais voyez, nos politiques, en fait, c'est un instant qui dure 5 ans. Je parle des mandats. Cet instant de 5 ans, il est assez court, finalement, pour installer, justement. Et on a l'impression que, du coup, nos dirigeants vont de facilité en facilité et bricolent de mandat en mandat. Vous avez raison. Et même s'ils ont 5 ans devant eux, ce qui n'est pas le cas d'un Premier ministre, mais c'est le cas d'un président, ils n'agissent pas comme s'ils avaient 5 ans. Ils agissent comme si le plus important, c'était... La prochaine échéance électorale. Même pas. C'est le titre qu'ils allaient faire dans les médias le lendemain. Pour le coup, je suis plus confiante que vous, je suis plus optimiste que vous. Qu'est-ce que vous avez... Il y a eu des hommes politiques. Et c'est pour moi la distinction entre un homme politique et un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui, indépendamment de tout risque d'impopularité, se dit « qu'est-ce que je vais faire qui laissera une trace dans 30 ans ?» Justement, vous avez accompagné François Mitterrand vous avez été son principal collaborateur pendant 10 ans. Si vous êtes critique, qu'a-t-il raté? François Mitterrand? Oui. Son deuxième mandat. Je pense que son deuxième mandat, justement, il n'avait pas de projet aussi déterminé que le premier. Alors, nous avions eu des choses passionnantes à faire, puisque la chute du mur, la réunification de l'Allemagne... L'Europe, la construction européenne. La construction européenne, quelques grands travaux très importants... ça a été utile et important, mais il n'est pas arrivé au pouvoir avec un plan structuré comme pendant le premier mandat. Et il n'y a pas eu de grandes réformes dans le deuxième mandat. Quel regard portez-vous, cette génération de responsables politiques de gauche aujourd'hui en France? Il y a des jeunes formidables dans tous les partis, y compris dans LFI, qui, pour moi, dirigé par des antisémites infréquentables, mais même dans LFI, il y a des gens formidables, et dans le programme de LFI, il y a des tas de choses bonnes. Mais pour moi, la gauche doit être structurée autour de 3 idées. Justice sociale, laïcité, Europe. On retrouve ça partout, dans tous les partis de gauche, sauf une partie dans LFI qui n'est pas sur la ligne de la laïcité ni sur la ligne de l'Europe. Et à mon avis, pourtant, c'est ça l'avenir. La laïcité qui assure le vivre ensemble, l'Europe qui est le grand projet qui nous permettra de nous défendre contre les grands empires extérieurs, et la justice sociale qui est la condition
du fonctionnement de nos sociétés. Pour conclure, Jacques Attali, j'ai noté cette phrase que vous avez d'ailleurs prononcée ou écrite, je crois, sur Instagram. 2025 sera au pire un chaos et au mieux un ordre harmonieux né de ce chaos. Tout converge, selon vous, vers ce point d'effondrement qui est Oui, c'est inévitable. un idiot que j'ai fait dans les Échos la semaine dernière. Le chaos est toujours soit créateur d'un chaos plus grand encore, ou au contraire, condition de naissance d'un ordre d'une qualité supérieure. Du chaos actuel peut naître des choses merveilleuses. Aujourd'hui, vous l'avez signalé, de la tragédie israélo-palestinienne peut naître une paix. Presque d'un coup de baguette magique. On sait comment peut se faire là. Et d'opportunisme politique. On sait qu'il y a des agendas politiques, l'investiture de Donald Trump. Oui. Il faut que plusieurs éléments convergent en même temps, Exactement, finalement. mais c'est possible. L'Europe, confrontée à la folie de ses partenaires américains qui menacent de l'envahir et de se retirer à la fois, peut décider, ce qui sera clé, de se doter d'une armée et d'une industrie de la défense et d'un vrai gouvernement. Ce serait un des changements majeurs. Je n'exclus pas que la Chine totalitaire échoue et que les Chinois évoluent, comme il est naturel dans leur histoire, vers la démocratie. Tout ça est possible. Le pire n'est pas certain. Et même en matière de l'environnement, il y a énormément d'initiatives positives, à la fois d'initiatives politiques, tout le mouvement pour l'économie de la vie, contre l'économie de la mort, commence à se développer. Toutes les banques qui ne prêtent qu'à des entreprises de l'économie de la vie, tout ça prend un sens. Les technologies sont formidables. Si je peux me permettre, dans les médias, on ne parle pas assez des bonnes nouvelles, en particulier scientifiques, thérapeutiques, écologiques, mais il y a en souterrain dans l'intelligence collective des 8 milliards de personnes de la planète, beaucoup de choses positives. La question, c'est la course de vitesse entre le bien et le mal, comme toujours. Voilà, d'où cela part-il dans chaque être humain. Merci beaucoup, Jacques Attali, d'être venu sur ce plateau. Je renvoie à votre dernier ouvrage, Histoire et avenir des villes. Mais voilà, 89 livres, je crois, avez-vous écrit, avez-vous produit. Merci beaucoup.